Salut à toi et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, nous allons voir un discours plein de bon sens du plus grand investisseur de tous les temps, le grand Warren Buffett. Munis-toi d'un stylo car ce qu'il dit est très intéressant. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. Nous recevons ce matin le président et CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Et Warren, nous avons parlé de beaucoup de choses ce matin. Nous avons eu brièvement votre avis sur les marchés, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées au marché depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. La volatilité des marchés a fait son retour de façon importante. Et l'investisseur se demande ce qu'il doit faire à ce stade. Ça a effrayé beaucoup de gens. Que pensez-vous qu'il se passe en ce moment concernant le retour de cette volatilité? Si vous possédez des actions, comme vous possédez une ferme ou un appartement, vous n'obtiendrez pas de cotation sur ce site tous les jours ou toutes les semaines. La valeur du business en Amérique dépend de ce qu'il délivre en cash à ses propriétaires. D'ici des années, je ne saurais si cela changera de 10%, ou même sur une période de 2 mois. Même si vous regardez le business maintenant, tout peut arriver sur les marchés, vous savez, vraiment tout. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais emprunter de l'argent contre des titres, parce qu'un jour, les marchés n'auront plus besoin d'ouvrir. Il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler. Donc je pense que dans une certaine mesure, vous pouvez obtenir certains des instruments que les gens ne comprennent pas très bien et qui ont une grande importance. Parce que lorsqu'ils prennent une position, ils parient. Les gens n'investissent pas, personne n'investit. Quand ils achètent un indice volatile sur le 1940 ou quelque chose comme ça, et ne vous en faites pas pour ça. Wall Street le fait depuis des années, ce n'est pas nouveau. Mais ils créeront des instruments que le public achètera. Mais si vous investissez, si vous avez un intérêt pour McDonald's par exemple, vous devez regarder le business lui-même pour déterminer si vous avez fait un bon investissement ou pas. Je dois m'inquiéter des nouveaux concurrents, de comment s'en sort l'entreprise sur l'année. Mais lorsque vous regardez seulement le prix, eh bien là, vous n'êtes pas en train d'investir. Ce que je veux dire, c'est que si vous achetez quelque chose, par exemple le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, vous n'allez pas vous attendre à ce que cet actif va produire quelque chose. Si vous achetez un appartement, vous allez voir l'appartement. Si vous achetez une entreprise, c'est la même chose. Si vous voulez acquérir un business, vous devez regarder les performances de ce business. Mais beaucoup de gens sont rapidement charmés par les actions et le fait qu'il y ait beaucoup de liquidités. Et tout ça a une répercussion sur les marchés. Quand vous voyez que la volatilité peut vous faire perdre 90% de votre argent en une journée, ce n'est plus de l'investissement, ce ne sont que des paris. Vous l'avez dit tout à l'heure et en début d'interview. Quand un business vous intéresse et que vous voulez acheter, il n'y a pas d'entrée intéressante. Par contre, quand vous regardez les actions, c'est plus intéressant pour vous. Berkshire a d'ailleurs été un acheteur conséquent d'actions cette année en 2018 et cela peut s'expliquer par le fait que vous aimez les offres qu'il y a sur le marché. Vous pouvez acheter des petites parties de business pour moins que si vous achetez le business tout entier. Et donc, vous avez une bonne affaire qui est compétitive. Aussi, si les gens voyaient les actions comme des parties de business, ça serait déjà une grande avancée pour eux, au lieu de penser qu'une action est juste un truc qui bouge et qui a un prix. Et à partir de là, nous avons un bon nombre de personnes, des actionnaires qui voient notre entreprise comme un compte d'épargne. Leur argent y est depuis 20 ou 30 ans. Nous le gardons et nous le réinvestissons. Pour eux, c'est comme un compte d'épargne et c'est de cette façon que nous gérons nos actions. L'une des raisons pour laquelle vous avez été si optimiste sur les actions pendant de nombreuses années, c'est le taux d'inflation que vous avez étudié. Et vous avez dit que les taux d'intérêt sont comme une sorte de gravité qui agit sur les cours d'actions. Lorsque les taux d'intérêt baissent, le cours des actions va inévitablement augmenter. Il y a eu cette chose vraiment étrange qui s'est produite sur les marchés où tout à coup nous avons eu que de bonnes nouvelles concernant les rapports d'emploi. Et les gens ont commencé à redouter que les taux d'intérêt allaient grimper et que la Fed augmente les taux. Les gens sont devenus vraiment nerveux. Et vous pouvez toujours le voir à chaque fois qu'on se rapproche des 3%. Cela donne aux investisseurs quelques inquiétudes concernant ce qui se passe sur les marchés. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous achetez une obligation d'État de 30 ans, il y a tout un tas de coupons rattachés et si le coupon est de 3%, eh bien c'est ce que vous obtiendrez d'ici 30 ans. C'est là qu'ils vous rendront l'argent. Concernant l'action, le fonctionnement de l'action est similaire. Elle a un tas de coupons, c'est juste qu'ils n'ont pas encore imprimé les nombres dessus et c'est votre travail en tant qu'investisseur d'imprimer ces nombres. S'ils disent 10%,
Et la plupart des entreprises américaines gagnent plus de 10% sur leurs capitaux propres, donc s'ils disent 10%, cette obligation vaut beaucoup plus qu'une obligation qui dit 3%. Mais si cette obligation d'État passe à 10%, cela change la valeur de cette obligation en action. Donc si vous en achetez chez Berkshire Hathaway par exemple, vous achetez quelque chose qui, au fil du temps, va se transformer en cash pour vous. Cela peut être en long terme comme chez Berkshire justement, mais ce seront des chiffres plus importants, plus d'argent donc. Votre travail en tant qu'investisseur est d'analyser les coupons. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Parce que plus les critères sont hauts, et le critère représente l'obligation d'État, moins les autres obligations seront attractives. Et c'est de l'économie fondamentale. Donc en 1982 ou 1983, quand les obligations du gouvernement ont atteint 15%, une entreprise qui gagnait 15% sur ses propres fonds, ce n'était qu'une valeur comptable. Parce que vous pouviez acheter une obligation de 30 ans et vous garantir 15% par an. Et celle qui gagnait 12% était une entreprise médiocre à l'époque. Mais une entreprise qui tourne à 12% quand l'obligation d'État est à 3%, c'est une sacrée entreprise maintenant. Et c'est pourquoi ils ont vu des prix très attractifs. Donc 3% c'est très loin de 15%. Je l'ai d'ailleurs vu passer de 3 à 15%. J'ai vécu ça. Est-ce qu'il y a un point d'inflexion sur ça? Parce que les gens pensent « Oh mon Dieu, nous sommes passés de 2,4% à 2,9%. » Historiquement parlant, c'est toujours la façon dont nous devrions mesurer ces choses, et non pas sur le mouvement absolu ou le pourcentage sur le gain. Passer de 2,4 à 2,9% n'est pas si important si vous comparez ça avec des entreprises qui font 12% sur les capitaux propres et réinvestissements. Le S&P, vous pouvez d'ailleurs juste regarder les graphes, a depuis des décennies généré énormément sur les actions tangibles et a gagné beaucoup plus que cela, et cela se traduit par des prix plus élevés. Et il devait y avoir un point de basculement ou est-ce un déclin progressif? C'est comme la gravité. Je veux dire, si vous m'aviez dit que les taux d'intérêt allaient être de 15% l'année prochaine sur les obligations, il y a beaucoup d'actions, même si je travaille à la maison maintenant, que je n'achèterai pas à 15%. Mais j'aurais aimé l'avoir fait en 1982, mais je ne l'ai pas fait. Et si je vous disais que l'obligation allait se négocier à 4,5 ou 5% l'année prochaine, ça ferait une différence, mais c'est idiot de ne pas acheter d'obligations longues pendant la crise. J'en ai parlé dans un des rapports. Les grands fonds de pension publique étaient assis là et avaient acquis des obligations. Ils les ont peut-être achetées sur une base de 4 ou 5%, mais peuvent passer à 3%. Mais c'est plus la façon dont les gens pensent, ils font des choses stupides des fois. Vous l'avez déjà explosé dans un rapport annuel, mais on dit souvent à beaucoup d'investisseurs de diversifier leur portefeuille en obligations. Peut-être qu'on leur dit de faire du 60-40 ou peut-être du 70-30 entre actions et obligations. C'est quelque chose qu'il faut faire et c'est la façon la plus sûre de le faire. Certaines personnes ne devraient pas du tout posséder d'actions parce qu'elles sont trop contrariées par les fluctuations du prix. Si vous allez faire des choses stupides parce que vos actions baissent, vous ne devriez pas posséder d'actions du tout. C'est quoi ces choses stupides? Vous parlez de vendre une action qui diminue? Si vous achetez votre maison à 20 000 $ et que quelqu'un arrive le lendemain et vous propose de l'acheter à 50 $, vous ne la vendez pas. Certaines personnes ne sont pas émotionnellement ou psychologiquement aptes à posséder des actions, mais je pense qu'elles le seraient plus si elles étaient éduquées sur ce qu'elles achètent réellement, ce que c'est une partie d'une entreprise, une action. Et plus vous détenez des actions, moins elles sont risquées, alors que plus la maturité d'une obligation est longue, plus elle devient risquée. Avez-vous l'impression que c'est un message qui passe bien auprès des gens? C'est un message que vous répétez encore et encore. J'ai toujours l'impression quand je regardais les Jeux Olympiques, j'avais l'impression que ce qu'ils font était facile. Ces gars qui volent dans les airs et font des pirouettes sur la glace et des figures. Et quand je lis vos rapports, c'est la même chose. Je me dis que c'est vraiment facile d'investir. Et puis je réalise que ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile psychologiquement pour beaucoup de gens. Je donne des cours depuis l'âge de 21 ans et j'ai eu un cours la semaine dernière avec 11 écoles et 220 étudiants. Et certains d'entre eux l'ont compris, mais d'autres non. Les gens préfèrent parier. Je veux dire, l'idée que vous pouvez doubler votre argent en 6 mois est alléchante. C'est pourquoi les gens vont aux courses et à Vegas. Ils savent que les chances sont contre eux et ils le feront quand même. C'est un instinct fort de vouloir devenir riche rapidement et je ne peux rien y faire. Joe a une question qu'il voudrait vous poser. Joe? Buffett, vous n'avez pas tweeté depuis avril 2016. C'est vrai? C'est vrai, je n'ai pas vraiment Twitter, j'ai un ami qui gère ça. Tu sais Warren, tu viens sur Squawkbox ce matin, pour 3 heures, ça te tuerait de dire je vais être sur Squawkbox pendant 3 heures et de tweeter ça comme une faveur pour Becky et moi? Fais-moi une offre. Je n'ai jamais vraiment tweeté moi-même et je ne sais pas vraiment.
comment faire et je ne sais pas comment regarder les tweets de quelqu'un d'autre, mais j'aimerais quand même le faire pour toi. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose de plus. Becky, ce week-end j'ai essayé de comprendre Twitter. Mais je suis tellement énervé que je n'en ai plus envie. Je vois ce que les gens m'envoient et maintenant je regarde ce que les autres tweetent et retweetent. Mais j'essaye de trouver un moyen pour l'utiliser à chercher des informations. Si on va à la finale de NCBAA et qu'on est ensemble dans ces super places au premier rang, je vais me livrer à toi parce que l'ambiance sera géniale. Je te demanderai de tweeter pour moi pendant le match. Attention à ce que tu proposes. Joe, comment vas-tu t'en sortir avec ça? Je n'ai jamais lu un tweet. Tu sais quoi? J'ai débloqué quelqu'un aujourd'hui qui m'avait contacté par email et je n'ai jamais fait ça. J'ai dû trouver comment faire, ça a essayé, mais je n'ai jamais fait ça auparavant. Mais alors, tu peux faire des choses comme ça si tu viens chez nous plus souvent? Je préfère bien réfléchir avant de m'engager. Tu ne réalises pas à quel point cette offre est dangereuse parce que Joe et moi avons plaisanté plusieurs fois sur le fait de contrôler le compte Twitter de quelqu'un ou utiliser ses informations quand il laisse son téléphone connecté à côté de nous. Toutes les choses qu'on pourra tweeter, ça peut être vraiment dangereux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo du grand Warren Buffett. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et à télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.